Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. C'est la première de l'année pour ce nouveau numéro de C'est grave docteur. Alors aujourd'hui, un sujet qui concerne un petit peu tout le monde, directement ou indirectement. On va parler du cancer du sein. C'est un sujet parfois difficile, mais essentiel d'en parler parce que vous allez pouvoir poser vos questions et avoir des réponses claires. Je rappelle que cette émission est faite en collaboration avec la clinique Saint-Luc-Bouge et je reçois en plateau Mathilde Dusberg. Bonsoir Mathilde, le docteur Mathilde Dusberg. Bonsoir Corinne. Radiologue. Et le docteur Laurane Lallemand. Bonsoir Laurane. Bonsoir Corinne. Et vous êtes oncologue. Exactement. Alors c'est vrai que le cancer du sein, on en parle beaucoup, mais parfois on a pas toujours de bonnes informations. Il est de plus en plus médiatisé, et avec notamment Things Pink, on peut le dire, c'est ça, hein, voilà. C'est pour ça qu'on a notre petite touche de rose aujourd'hui. Exactement. Mais je pense que la première chose peut-être, c'est de savoir un petit peu c'est quoi le cancer du sein, et on va le faire aussi autour d'un schéma, parce que là, on a le schéma d'un sein qui est sain. Et donc, on va un petit peu expliquer, vous allez expliquer ce qu'on peut trouver dans un sein. Et finalement, quand il est cancéreux, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Donc en fait, un cancer, qu'est-ce que c'est ? De manière générale, c'est une masse tumorale maligne, une prolifération de cellules anormales qui se développe de façon anarchique, donc qui perd tout contrôle. Et dans le cas du cancer du sein, il peut se développer à partir de différents endroits, soit au niveau des canaux qu'on voit ici sur le schéma, ou au niveau des petits lobules, des petites glandes qui sont au pourtour. Et ils peuvent se développer plus ou moins au niveau du sein. Mais le point de départ est vraiment le sein. Est-ce qu'une lésion bénigne peut devenir maligne ? Il y a certaines lésions, comme les tumeurs in situ, donc, dont on parle aussi, qui sont des lésions qu'il faut prendre en charge, même si elles ne sont pas, si elles ne prolifèrent pas à distance, mais elles peuvent parfois dégénérer en quelque sorte, et c'est pour ça qu'il faut prendre en charge ce type de lésion aussi. D'accord. Et généralement, une lésion bénigne, on peut la conserver, ou il vaut quand même mieux l'enlever ? Si on est sûr que c'est une lésion bénigne, d'abord on essaye d'avoir la preuve. Donc il faut avoir la preuve. Ou bien on a des critères d'imagerie stricts qui nous disent c'est une lésion bénigne, on s'arrête là. Parfois, on veut vraiment avoir la preuve à la biopsie, à l'anapathe. Une fois qu'on a cette preuve, on peut se dire on reste là. Parfois, il y a des lésions bénignes qui peuvent aussi déranger la patiente, qui peuvent être volumineuses. On a des kystes qui peuvent parfois s'enflammer. Parfois, on a des fibroadénomes qui peuvent mesurer plus de 3 cm. Et alors, c'est vrai que ça peut déformer le sein. Et alors, on conseille quand même à la patiente de prendre un avis chirurgical, pas pour le côté cancéreux, parce que ce n'est pas un cancer, mais plus pour le volume et la gêne que ça peut occasionner. On pense parfois que le cancer du sein, les seins, c'est une histoire de femmes, mais on va écouter cette première question. Concernant donc le cancer du sein, est-ce que c'est un cancer qui concerne aussi les hommes ? On a vu le schéma du sein d'une femme. Est-ce que c'est plus ou moins la même chose chez un homme, et est-ce qu'il peut avoir le cancer du sein également ? Oui, tout à fait. Donc, les cancers du sein touchent aussi les hommes. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais qu'il faut avoir en tête. Ça peut arriver. C'est beaucoup plus rare que chez les femmes. Donc, ça touche plus ou moins un homme sur 1000. Ça représente un cancer du sein sur 100. Donc, c'est beaucoup plus rare. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de dépistage. Et donc, il faut que les hommes soient attentifs à certains symptômes, à certaines anomalies au niveau de la poitrine. Donc, mais c'est quelque chose qui existe et qu'il ne faut pas banaliser. On va peut-être justement aussi voir les chiffres. C'est important en fait, de se rendre compte avec quelques graphiques. Voilà, donc ici, le cancer du sein, on en parle beaucoup. Pourquoi ? Parce que ça va toucher déjà énormément de personnes. C'est environ une femme sur 8 qui fera un cancer du sein un jour dans sa vie. Ça peut arriver à tout âge, donc aussi bien chez des patientes jeunes, de moins de 30 ans, c'est possible, mais ça peut aussi arriver chez des patientes de 90 ans. Donc voilà, il faut rester attentif à tout âge. C'est vraiment pour montrer que la proportion est vraiment beaucoup plus importante à partir de plus de 50 ans, si vous voulez. On voit vraiment que les moins de 30 ans sont vraiment extrêmement minoritaires. C'est toute fine tranche, donc 0,5%. Donc ça, c'est vraiment beaucoup plus rare, mais c'est tout à fait possible. Mais voilà, les pics d'âge sont vraiment plus aux alentours. Donc l'âge moyen de développement d'un cancer du sein chez la femme, c'est plutôt aux alentours des 65 ans qu'on aura vraiment ce pic d'incidence.
Donc si on parle des facteurs de risque, un des premiers facteurs, c'est l'âge alors. C'est l'âge. Tout à fait. Alors, on peut aussi parler d'autres facteurs de risque, comme... il y en a plusieurs. Le tabac est un facteur de risque. Le mode de vie. Le mode de vie, donc le tabac, la sédentarité, le surpoids qui peut aller avec, l'obésité, l'alcool, qui est aussi un facteur de risque. Ça, c'est heureusement des facteurs de risque sur lesquels on peut jouer. Donc, on peut adapter son mode de vie. L'âge, malheureusement, on ne sait pas y changer grand-chose. L'alimentation. L'alimentation, c'est aussi tout ce qui va éviter le surpoids. Oui, ça joue beaucoup sur la prévention du cancer du sein. Au niveau des facteurs de risque, on a aussi une autre question. Voilà, moi j'ai une petite question. Est-ce que ça peut être héréditaire? Car en ayant des enfants, c'est une chose qui me procure du souci. Oui, ça peut être héréditaire, mais ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que c'est une minorité des cancers du sein qui sont héréditaires, génétiques. C'est beaucoup médiatisé. Voilà, c'est beaucoup médiatisé. J'en faisais référence encore. C'est que 5 à 10% des cancers du sein qui sont héréditaires, vraiment avec une mutation génétique sous-jacente. Qui prédispose au cancer du sein, mais c'est vraiment une minorité de patientes. C'est pas parce que, par exemple, la maman a fait un cancer du sein que d'office, sa fille encourt un grand risque de cancer du sein. Il faut rester attentif. Ça reste quand même dans les facteurs de risque. Si dans la famille, il y a eu des cas de cancer du sein, il faut rester attentif. Mais c'est loin d'être une évidence que la personne... C'est l'exception. C'est l'exception plutôt. Voilà, tout à fait. À partir du moment où on a fait un cancer du sein, est-ce qu'on doit être attentif peut-être à ne pas développer d'autres cancers? Alors, il y a certains cancers, quand c'est d'origine génétique, qui sont associés avec le cancer du sein et donc pour lesquels on propose d'être prudent, notamment le cancer de l'ovaire chez la femme. Oui. Mais si on sait que c'est d'origine génétique, il faut tester d'autres personnes de la famille et chez les hommes, être attentif au dépistage du cancer de la prostate notamment. Oui. On peut faire un dépistage aussi pour le cancer du pancréas par imagerie. Il y a certains cancers qui sont quand même associés avec ces mutations. Oui, ça, on a des données. Alors, dans les facteurs de risque, il y a les facteurs de risque sur lesquels on peut avoir une influence et puis il y a quand même des facteurs de risque plus complexes. L'hérédité déjà, clairement, mais il y en a d'autres aussi, qu'on ne sait pas vraiment gérer. Oui, donc notamment tout ce qui est hormonal. Tous les perturbateurs. Oui, c'est ça. On a un peu de pouvoir, mais pas complètement non plus. Sur lequel on n'a pas d'influence, au niveau hormonal, l'âge à laquelle on va avoir ses premières règles, à laquelle on va être ménopausée, on n'a pas de pouvoir là-dessus, mais ça peut influencer. On peut faire une corrélation entre cancer du sein et après on ne veut pas non plus inquiéter les gens, mais non, bien sûr. Si c'est une idée reçue peut-être. Si on a nos menstruations plus jeunes, on est plus susceptible d'avoir un cancer du sein. Alors c'est vrai que ça augmente un petit peu le risque. Le fait d'avoir une ménopause tard, ça peut augmenter aussi un petit peu le risque. C'est vraiment l'exposition aux hormones. Mais voilà, l'exposition aux hormones dans la durée, le fait d'avoir pris un traitement hormonal substitutif après la ménopause pour donner des hormones qui ont chuté lors de la ménopause, ça peut aussi être un facteur de... pour l'instant. Voilà. Alors, il y a quand même des données... Oui, il y a du bon, il y a du mauvais, mais pour le cancer du sein, c'est mieux pas. C'est mieux d'éviter, mais... C'est une question d'équilibre. Mais si on regarde juste pour le cancer du sein, nous, on préfère qu'il n'y en ait pas. Oui. En tant qu'oncologue, on préfère qu'il n'y en ait pas. En tant que gynécologue, en tant que rhumatologue. Voilà, donc c'est vraiment à peser au cas par cas, et à discuter avec la patiente. À voir avec les antécédents familiaux de la patiente, c'est vraiment un tout. Et ça peut être quelques années et pas sur le long terme. Il ne faut pas prendre ça aveuglément. Non, tout à fait. Mais ça peut être discuté au cas par cas. On a différents types de cancers du sein. On a les cancers invasifs, en fait, donc avec un risque de propagation dans le sein en lui-même, mais aussi à distance. Et là-dedans, à distance, c'est-à-dire dans les autres organes, ça peut métastaser, en fait. Donc ces cancers invasifs ont un risque vital, on va dire. D'accord, donc c'est pour ça que ceux-là, il faut vraiment les prendre en charge. Et dans ces cancers invasifs, on peut les classifier de différentes manières, sur base de la biopsie que le docteur Duisberg et ses collègues réalisent. On va pouvoir regarder, est-ce que c'est un carcinome lobulaire, donc qui vient plutôt des petits lobules qu'on avait vu sur le schéma, ou plutôt canalaire, qui vient des canaux. Ça, c'est déjà une grosse différence, en fait. Voilà, tout à fait. Donc, soit dans les canaux, soit dans les lobes. Est-ce que l'un est plus dangereux que l'autre ou pas spécialement?
pas forcément plus dangereux, mais ils ont parfois des petites caractéristiques. On ne les traite pas de la même manière. À l'imagerie, ils peuvent être un petit peu différents. Les traitements peuvent varier un petit peu parfois aussi. En termes de récidive aussi, c'est des cancers différents. Ils se comportent de manière différente. Je sais que vous aimez bien parler de la carte d'identité de la lésion. Parce qu'il n'y a pas qu'un cancer du sein. Non, c'est ça. Il y a vraiment plein de types de cancers du sein et on doit savoir à qui on a affaire pour pouvoir adapter notre comportement et le traitement. Ouais. Il ne sera jamais dans le tissu adipeux. Il peut envahir le tissu adipeux, mais le point de départ n'est pas le tissu adipeux. Ou alors c'est d'autres vraiment... En tout cas, il y a 2 points de départ, ça c'est sûr. Voilà. Mais en fonction du point de départ... Enfin, il y a 2 points de départ, mais dans les 2 points de départ, il y a différents types encore. Exactement. Plus agressifs ou moins agressifs. Voilà. Alors, le dépistage... Mathilde, pourquoi est-ce que le dépistage est essentiel? Le dépistage permet de détecter le cancer assez précocement, avant l'apparition des symptômes. Et donc, les lésions qu'on va détecter sont le plus petites possible et ça va être beaucoup plus facile à traiter par nos collègues chirurgiens oncologues. Ça va être des traitements moins lourds pour la patiente. Là, du coup. Oui, que ce soit mammographie ou échographie. Le but est vraiment de détecter la lésion le plus tôt possible. Alors, ça s'adresse à qui, ce dépistage? Alors, en Belgique, on a 2 approches différentes. On a une approche qu'on appelle le dépistage organisé, qui est organisé par l'État, qui concerne les femmes Vraiment, il se base sur un âge administratif, donc c'est les femmes entre 50 et 69 ans. Parce qu'on a vu que c'était à cette période-là aussi qu'il y avait un pic d'incidence. Oui, c'est ça, on l'a dit. Exactement. Ça ne sort pas de nulle part. Et puis, il y a le dépistage qui est le bilan individuel, personnalisé. On voit le fameux appareil en même temps. Exactement, c'est notre mammographe, nouveau mammographe, qui a aussi de la tomosynthèse dans notre salle de mammographie à Bouge. Qui est accueillante. Oui. Tout est fait pour se sentir à l'aise et pour... Une petite touche de rose aussi. Exactement. Petit rappel toujours. Petit rappel du rose. C'est vraiment la couleur du cancer du sein, le rose. Et donc, à côté du dépistage organisé, où là, la patiente est invitée une fois tous les 2 ans, entre ses 50 et 69 ans, à passer une mammographie dans un centre agréé, comme Bouge, par exemple. Elle vient faire sa mammographie et puis elle repart chez elle et elle recevra... si jamais on détecte une anomalie ou s'il faut faire une échographie en plus parce qu'elle a des seins trop glandulaires, elle recevra un courrier ou son médecin traitant recevra un courrier. Et à côté de ce dépistage organisé par l'État, il y a le dépistage individuel qui, lui, est basé sur la personne. Donc, la patiente vient avec une prescription, que ce soit une prescription de son médecin traitant, de son gynécologue. Ça commence vers 40 ans. Et alors, elle vient, elle fait aussi la même mammographie que le dépistage organisé. Ensuite, elle voit le médecin. Il y a un examen clinique et en fonction du type de sein, on fait d'emblée l'échographie. Donc tout se passe en un temps, si nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, elle peut s'en aller comme pour le dépistage organisé. Et alors le dépistage individuel, lui, se base pas sur l'âge, donc il va au-delà de 69 ans. C'est vraiment en fonction de la patiente. Donc si on a une patiente en bon état général, peu de comorbidité, on continue tous les 2 ans au-delà de 69 ans. Et c'est plus basé sur la personne. Du coup, vous vous posez cette question-là, c'est aussi un peu décrié, d'être trop exposé, c'est pas une bonne chose. Donc c'est pour ça qu'on ne le démarre pas trop tôt non plus, quoi. Oui. On ne commence pas à 20 ans, parce que justement, il y a cette exposition aux rayons dont il faut tenir compte. Ouais. Donc la mammographie utilise les rayons X. Après, ils sont très faiblement dosés. C'est un examen qui est... C'est important de le dire, ça ? Exactement. On le fait depuis des années, c'est sécurisé, mais il ne faut pas commencer trop tôt. Un sein d'une patiente jeune, il est plus radiosensible aussi. Et donc, on ne fait pas de mammographie chez des patientes de 20 ans, 30 ans, sauf si, en tombant sur la lésion, on se dit, là, il y a vraiment de quoi aller plus loin. Et alors, ces rayons X, il faut aussi... savoir relativiser. On est tous exposés aux rayons aussi. L'exposition naturelle fait qu'on est exposé aux rayons. Et quand on prend un vol en avion, quand on prend un vol moyen courrier, c'est l'exposition d'une mammographie. Pourtant, les gens prennent l'avion. Alors là, Mathilde, vous nous dites quelque chose. Oui, les gens ne s'en tracassent pas plus que donc, ça. Quand on prend l'avion, c'est la même chose que l'exposition... D'une mammographie. Donc, le bénéfice, c'est toujours une question de bénéfice-risque. Et le bénéfice de la mammographie surpasse vraiment le risque d'exposition. Le bénéfice de l'avion peut parfois être intéressant aussi. Non, mais c'est pour ça que c'est parfois un exemple concret permet de se dire, de relativiser un petit peu. Et de relativiser. Je ne me pose pas la question quand je prends l'avion, mais pourtant... Donc voilà, oui, il faut les utiliser avec parcimonie, il faut les faire que quand c'est nécessaire,
Mais il ne faut pas les diaboliser non plus quand c'est utilisé à bon escient. Voilà. Et ne pas les diaboliser non plus dans la manière dont ça se passe. On l'a dit, voilà, les mammographes se sont améliorés, ça va plus vite, les techniciennes sont là pour rassurer, le faire le plus vite possible, l'endroit est accueillant, et puis ça ne dure quand même pas très longtemps non plus. Hein. Non. Non, parfois on a des patientes qui viennent même, elles en profitent, elles viennent avec une copine ou avec une sœur, elles viennent à 2 se faire dépister, puis elles se font un lunch. Ça peut aussi être exactement une petite sortie entre copines. Et l'échographie, elle est utile uniquement dans le cas d'un sein glandulaire ? C'est vrai que si on a des seins complètement graisseux, eh ben, les rayons X, c'est comme si on avait un grand ciel bleu. On passe vraiment bien à travers, on est confortable. On voit il n'y a pas de cancer du sein et donc l'échographie n'est pas nécessaire. Quand il y a beaucoup de glandes, c'est un peu comme s'il y avait des petits nuages dans le ciel. Mais là, on va quand même aller fouiller à l'échographie, qui n'est pas un cancer qui pas un cancer qui se cache dans les nuages, dans la glande. Mais il y a aussi des signes qui peuvent alerter. Oui, tout à fait. Un changement d'aspect au niveau de la peau, que ce soit une lésion qui traîne, qui ne guérit pas, une rétraction au niveau de la peau, au niveau du mamelon, une induration qu'on palpe. C'est-à-dire une boule. Oui, c'est ça, une boule, pour faire simple. Une boule dans le sein ou en dessous du bras. Tout à fait, un écoulement au niveau du mamelon. Oui. Tous les écoulements sanguinolents. Donc s'il y a du sang... C'est vraiment Ça, c'est vraiment des points d'alerte, je veux dire, localement au niveau du sein. Alors, une fois qu'il a été diagnostiqué, il faut mettre un traitement en place. C'est là aussi qu'intervient je pense qu'avant, on le confirme avec une biopsie. Toujours. Ouais. Ça, c'est important. Exactement. Oui, c'est pour essayer c'est pour connaître la carte d'identité, fameuse carte d'identité du cancer. À qui a-t-on affaire? Est-ce qu'on a bien affaire à un cancer, à une tumeur maligne? À quel sous-type? Est-ce qu'il a des récepteurs aux hormones? Est-ce qu'il n'en a pas? Il n'y a que la biopsie qui peut le dire. Exactement. Ouais. On discute de tout ça en réunion multidisciplinaire. Ça, c'est une obligation légale. Tous les nouveaux cas de cancer du sein doivent être discutés de manière collégiale, tous ensemble. C'est rassurant pour les patients. On ne fait pas ça dans notre coin. Ce n'est pas un radiologue dans son coin ou un scénologue, chirurgien ou un oncologue. C'est vraiment une discussion tous ensemble. On est une quinzaine de personnes, facilement. Le plan de traitement est validé par tout le monde. Alors, dans le plan de traitement, justement, il y a la chirurgie. Alors, je précise qu'on a préparé cette émission avec le docteur Isabelle Tamignot, qui est chirurgienne, qui ne pouvait pas être là ce soir, mais ça fait partie, c'est la première question qu'on se pose en tant que patiente, j'imagine, c'est est-ce qu'il va falloir opérer ou pas? Et donc, du coup, ça, dans quel cas? Est-ce qu'il y a d'office une chirurgie? Il y a d'office une chirurgie, pour autant que la maladie reste localisée au niveau du sein et des ganglions, au plus. Mais pas s'il y a des métastases, sauf des cas exceptionnels, mais sinon, à partir du moment où il n'y a pas de métastases, il y a une indication de chirurgie pour tout le monde. Maintenant, si la personne a des contre-indications opératoires, que l'anesthésiste nous dit non, on ne peut pas l'endormir, c'est quelqu'un qui n'est pas opérable, là c'est différent. Mais sinon, tous les autres cas sont opératoires, on peut opérer les patientes. Au niveau choix, tumorectomie, mastectomie ou mammectomie, ici, ça dépend effectivement de la taille de la lésion. Est-ce qu'il y a d'autres petites lésions un peu satellites qui font qu'on n'a pas trop le choix? Parfois, il faut enlever tout le sein. Quelle est la taille aussi du sein? Si c'est un sein tout petit et que la lésion, elle est moyenne, parfois, esthétiquement, il vaut mieux enlever tout que de laisser un tout petit bout. Donc voilà, ça, c'est des questions qu'on se pose. Est-ce que la patiente est porteuse d'une mutation qui prédispose? C'est aussi quelque chose qui intervient dans notre choix de type de chirurgie. Mais il faut savoir que la vraiment grande majorité des patientes, quand elles sont opérées, ça reste une chirurgie conservatrice. Donc ça a beaucoup changé par rapport au passé. On fait une minorité de mastectomie. Donc c'est vraiment dans la plupart des cas... Il y a 2 termes, il y a mammectomie et... et mastectomie, c'est la même chose. Moi je trouve que c'est plus facile, mammectomie. On peut retenir ça. Mais donc ça reste vraiment une minorité de patientes chez qui on doit faire une mammectomie, effectivement. Mais parfois on n'a pas le choix. Les autres traitements, on a parlé de la chirurgie, évidemment, il y a tous les autres traitements. Là, l'oncologue va nous expliquer, qui ne sont pas toujours... on pense notamment à la chimiothérapie. On a compris que dans le déroulé, ça pouvait être parfois avant l'opération, ça peut être après, tout à fait. La chimiothérapie, ça, c'est vraiment un mot qui fait peur. Tout à fait. Alors, il faut bien se dire que ça reste
une minorité de patientes avec un cancer du sein qui ont besoin d'une chimiothérapie. C'est loin, loin, loin d'être la majorité de nos patientes. On décide ça en équipe sur base de ce qu'on a, soit avant l'opération déjà sur base de l'imagerie, de la carte d'identité de la tumeur, soit après avoir opéré. Si on a des critères de risque important de récidive, c'est des patientes chez qui on va proposer une chimiothérapie. Par exemple, les patientes avec un cancer triple négatif, c'est des patientes chez qui on va proposer une chimio, soit avant ou parfois après. Mais voilà, on a des critères bien définis pour décider s'il faut une chimiothérapie ou pas. On peut peut-être dire en 2 mots, c'est quoi la chimiothérapie? Exactement. Donc la chimiothérapie, on entend chimie dedans. Oui, donc, et thérapie. Voilà, et thérapie. Donc chimie, ça veut dire que c'est un médicament. Oui, c'est une molécule chimique, c'est un médicament qui va être administré à la patiente la plupart du temps en perfusion intraveineuse, mais ça existe parfois sous forme de comprimé. C'est beaucoup plus rare, mais on a un produit qui peut se donner aussi sous forme de comprimé. Et ce traitement, il a l'avantage d'agir partout dans le corps. Donc il va être dans vos vaisseaux et puis il va diffuser partout. Donc où que se trouvent les cellules tumorales, ça peut les détruire en fait, en quelque sorte, au moins empêcher qu'elles prolifèrent en étant toxiques au niveau de ces cellules tumorales. Au niveau du coup des effets secondaires de la chimiothérapie... Oui, c'est ça que j'allais dire. Là, on a bien compris qu'il y avait différents protocoles. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas une seule molécule de chimio. Voilà, mais ce qui fait surtout peur, c'est les effets secondaires. Les effets secondaires. Et là, c'est peut-être intéressant aussi de rassurer. Oui, mais donc ici, c'est vrai qu'au niveau des effets secondaires, pourquoi est-ce qu'ils arrivent? Parce que justement, on agit sur tout le corps. Donc, il y a d'autres types de cellules dans le corps, des cellules saines qui peuvent être atteintes. Donc ici, le but n'est pas de vous faire une liste exhaustive de tout ce qui peut arriver, mais bien avoir en tête aussi que un protocole de chimiothérapie n'est pas l'autre et qu'une patiente n'est pas l'autre. Donc il y a des gens qui vont très très bien supporter, chez qui ça va passer comme une lettre à la poste, et d'autres qui vont beaucoup plus ressentir les effets secondaires de la chimiothérapie. Il y a des chimiothérapies qui font tomber les cheveux, il y a des chimios qui ne font pas tomber les cheveux. Voilà, c'est au cas par cas. Il ne faut pas tout de suite avoir peur alors que c'est peut-être ça. pas... Et nous, on s'adapte aux patients. Le but, c'est pas de donner la même dose à tout le monde. On adapte les doses en fonction de la patiente qu'on a en face de soi et aussi de la tolérance. Si la première cure de traitement c'est pas bien déroulée comme il faut, on adapte les doses. Le but, c'est de trouver un équilibre et que ce soit supportable pour la patiente. On pense notamment, il y a souvent la question des patientes de savoir est-ce qu'on peut faire une immunothérapie pour le cancer du sein. Alors, il y a beaucoup de cancers pour lesquels on peut faire de l'immunothérapie. C'est mieux toléré ? Un traitement en général mieux toléré, effectivement. Et c'est quoi l'immunothérapie ? L'immunothérapie, c'est un produit aussi qui va être mis en intraveineux, qu'on va administrer aux patientes, qui va stimuler en quelque sorte leur système immunitaire, lever un frein en quelque sorte. Notre système immunitaire, il est un peu tenu en laisse, on va dire, pour ne pas s'activer tout le temps sans qu'il y ait de raison. On va lever ce frein, il va s'activer et il va reconnaître les cellules tumorales et les attaquer en fait. Donc c'est notre propre corps qui s'attaque aux cellules cancéreuses. Intéressant. Au contraire de la chimio, qui elle c'est un produit extérieur. Toxique en elle-même. En plus, oui. C'est pas notre propre corps qui va se défendre contre les cellules tumorales. Alors ça existe dans le cancer du sein, mais malheureusement pas pour tous les sous-types de cancer du sein et pas dans toutes les indications. Donc on a une indication, on va dire, qui est le cancer triple négatif, mais on ne le donne pas vraiment tout seul, il est toujours associé à une chimiothérapie. Parfois, on a des traitements plus ciblés aussi, mais la plupart du temps, ils sont quand même associés à une chimiothérapie. Il y a la radiothérapie aussi. Il y a la radiothérapie. Et alors là, au contraire des chimiothérapies où c'est une minorité des patientes, la radiothérapie, on a une grosse majorité des patientes opérées des cancers du sein qui auront besoin de la radiothérapie. La radiothérapie, c'est des rayons qu'on envoie via une machine. Tout est externe, en fait. Il n'y a rien qui rentre dans le corps. Voilà, c'est vraiment les rayons en eux-mêmes qui vont agir. Et ça a un effet vraiment local ou loco-régional. Ça ne va pas
agir sur d'autres endroits du corps. C'est vraiment limiter. Le but est de limiter le risque de récidive au niveau du sein. Là, l'hormonothérapie, il y a aussi beaucoup de patientes qui vont l'avoir, mais on ne peut pas le donner à tout le monde parce qu'il faut que leur tumeur soit sensible aux hormones. Si elles n'ont pas de récepteurs aux hormones sur leur petite carte d'identité, ce traitement ne sera pas efficace. Donc tout ça, c'est un traitement préventif qu'on fait après. Et comme la chimio, c'est aussi quelque chose qui va agir partout dans le corps. Donc ça, c'est l'avantage de ce traitement-là. Et ça va bloquer, empêcher en fait que les hormones féminines de la patiente ne stimulent la croissance des éventuelles cellules tumorales qui resteraient dans le corps. Ça, c'est le principe de l'hormonothérapie. Combien de temps on estime que le risque de récidive est là, présent ? Alors ça dépend du sous-type de cancer du sein en fait. Plus il va être agressif, plus la récidive en général est précoce. Donc les tumeurs triple négatives, on va dire la majorité des récidives, si elles doivent avoir lieu, ont lieu dans les 2 ans. Mais pour les cancers hormonosensibles, ça peut être même parfois fort tardif. Okay. Donc c'est pour ça que c'est important de faire le suivi prolongé. Ouais. On a quelques cancers lobulaires aussi qui peuvent récidiver 20 ans, 15 ans après. C'est pas la majorité, mais ça arrive. Il faut rester attentif aux symptômes, il faut faire les dépistages. Donc oui, c'est important de ne pas être perdu dans la nature. Un tout grand merci. En tout cas, merci à vous. Merci pour l'invitation. Très intéressant, voilà. Oui. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors le mois prochain, c'est un petit peu particulier parce qu'on va changer la forme de l'émission, mais pas le fond. Il sera toujours question de questions médicales. On parlera de la chirurgie esthétique le mois prochain, mais on ne sera plus ici en plateau, mais on va partir dans l'hôpital et on viendra faire l'émission directement auprès des médecins à l'hôpital. Donc voilà, merci à vous, merci à nos intervenants. Merci également. Et à très bientôt.